Cette vidéo va vous présenter le principe de la chromatographie échangeuse d'ions. La chromatographie échangeuse d'ions est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange en fonction de leur charge par migration d'une phase mobile le long d'une phase fixe. Elle se déroule en colonne ou en batch, mais dans cette vidéo, nous allons nous consacrer au cas de la colonne. Une information importante est que la résine ne doit jamais être sèche, donc la colonne contient toujours du tampon, comme sur l'image. Notre phase fixe est une résine qui peut être constituée par exemple de groupements carboxyliques, c'est-à-dire de fonctions COOH ou COO- selon le pH de la phase mobile. Pour déterminer la forme de ce groupement, c'est-à-dire est-ce qu'il est sous forme protonée ou déprotonée, on peut se servir d'un diagramme de prédominance du pH. Sur ce diagramme, nous allons placer le pKa, c'est-à-dire la valeur de pH à laquelle nous allons passer d'une forme protonée à une forme déprotonée. Dans notre exemple, pour le COOH et le COO-, la forme protonée sera COOH et la forme déprotonée sera la forme COO-. Le pKa de ce couple est de 2,5. Donc si le pH de la phase mobile est de 4,2 comme c'est le cas ici, la forme majoritaire est la forme COO-, donc forme déprotonée. On peut en déduire que les groupements de la phase fixe ou de la résine sont sous la forme COO-. Ce zoom de la résine vous permet de voir les groupements COO- dans le tampon pH 4,2. Pour illustrer le principe de la chromatographie échangeuse d'ions, je vous propose de prendre un échantillon constitué de deux molécules. Une molécule sera chargée négativement, ce sera l'étoile jaune sur les schémas à venir. Et une molécule qui sera chargée positivement, qui sera un rond rouge sur les schémas suivants. Nous allons à présent voir ce qu'il se passe dans les trois étapes de la chromatographie échangeuse d'ions, qui sont l'étape de fixation, l'étape de lavage et l'étape d'élution. En modifiant le pH des solutions tampons, donc de la phase mobile que nous allons utiliser lors de ces étapes, nous allons agir sur la charge des molécules et donc sur les interactions entre la résine et ces molécules. Lors de la première étape, qui est l'étape de fixation, on va placer dans la colonne de l'échantillon et du tampon pH 4,2. Les molécules contenues dans l'échantillon vont être emportées par la phase mobile lors de sa migration le long de la phase fixe. Ces molécules vont donc traverser la résine. Des interactions ioniques entre les charges négatives de la phase fixe, c'est-à-dire les groupements COO-, et les molécules chargées positivement, c'est-à-dire les molécules rouges de l'échantillon, vont se former. Les molécules chargées négativement, c'est-à-dire les molécules jaunes, sont entraînées par la phase mobile le long de la phase fixe sans être retenues. Un tube placé sous la colonne va permettre de récupérer le tampon qui permettait à la résine de ne pas sécher. L'étape suivante est l'étape de lavage, durant laquelle on va continuer d'utiliser du tampon pH 4,2. Durant cette étape, les molécules chargées négativement, c'est-à-dire les anions, continuent d'être emportées par la phase mobile, alors que les molécules chargées positivement, c'est-à-dire les cations, sont retenues par les groupes CO- de la résine. Les interactions ioniques entre les charges négatives de la résine et les molécules chargées positivement dans l'échantillon sont stables. À la sortie de la colonne, on place un tube dans lequel on récupère les molécules chargées négativement, c'est-à-dire les anions de l'échantillon. La troisième étape est l'étape d'élution, dans laquelle nous allons changer de tampon. Nous allons utiliser à présent un tampon pH 12. La modification du pH de 4,2 à 12 va entraîner un changement de charge des molécules rouges, qui sont chargées positivement. Donc elles deviennent des anions, des molécules chargées négativement. Ce changement de charge va être représenté par un changement de couleur. Les molécules vont devenir vertes sur l'animation. Ces molécules ne sont alors plus retenues par la résine, elles sont donc éluées ou alors éliminées. Au début de cette étape, sous la colonne, on continue de récupérer du tampon pH 4,2. Mais ensuite, on va récupérer ces molécules qui étaient initialement chargées positivement, donc qui étaient des cations dans l'échantillon de départ. À la fin de cette chromatographie, nous obtenons différents tubes. Ces tubes vont contenir uniquement du tampon, comme c'était le cas pour les premiers, les premières molécules qui ont été emportées par la phase mobile, c'est-à-dire les molécules qui étaient chargées négativement. Et enfin, dans les dernières fractions, nous allons avoir les molécules chargées positivement qui ont été éluées lors de la dernière étape. Cette méthode a donc bien permis de séparer les constituants d'un échantillon selon leur charge. Je vous propose de voir un exemple d'application de séparation de deux acides aminés.
qui seront l'acide aspartique et l'arginine. Nous allons donc étudier ces deux molécules pour voir leur charge au pH 4,2 et 12 afin de déterminer lequel de ces deux molécules va se fixer à la résine et laquelle va être éliminée dès l'étape de lavage. Commençons par l'acide aspartique dont la formule apparaît à l'écran. On retrouve une fonction amine, une fonction acide carboxylique et une chaîne latérale R comme pour chaque acide aminé. Ces fonctions changent selon le pH, elles seront déprotonées ou protonées lorsque le pH sera supérieur ou inférieur à leur pKa. Les pKa sont les suivants: 2,1 pour la fonction acide carboxylique qui passera alors de COOH à COO-, 3,9 pour la fonction acide carboxylique sur la chaîne latérale, et enfin 9,8 pour la fonction amine, on passera alors de NH3+ à NH2. Pour nous aider, nous allons tracer le diagramme de prédominance du pH de cet acide aminé avec ces 3 pKa qui vont apparaître, donc 2,1, 3,9 et 9,8. Le premier groupement à perdre un proton est celui-ci. L'acide aspartique devient alors la molécule suivante. À un pH de 3,9, le groupement qui va être déprotoné est le groupement de la fonction de la chaîne latérale. Donc la formule de l'acide aspartique change de nouveau. Enfin, à un pH de 9,8, c'est la fonction amine qui perd un proton. On peut alors, grâce à ce diagramme, déterminer la charge de l'acide aspartique à différents pH. À un pH inférieur à 2,1, l'acide aspartique est chargé positivement. La transformation du groupement COOH en groupement COO- au pH de 2,1 entraîne un gain d'une charge négative. Donc la charge globale de l'acide aminé sera neutre. Au pH de 3,9, on gagne de nouveau une charge négative, donc la charge globale de l'acide aminé sera négative. Enfin, au pH supérieur à 9,8, l'acide aminé est toujours chargé négativement puisqu'on ne regagne pas de charge positive. On voit sur ce diagramme de prédominance qu'à un pH de 4,2, l'acide aspartique est chargé négativement. Donc lors de l'étape de fixation, l'acide aspartique ne formera pas de liaison ionique avec les groupements COO-. Il ne sera pas retenu par la résine. Nous allons à présent nous intéresser à l'arginine, le deuxième acide aminé du mélange. On retrouve les fonctions caractéristiques des acides aminés, c'est-à-dire la fonction amine et la fonction acide carboxylique. La chaîne latérale est modifiée mais présente également un groupement qui peut être protoné ou déprotoné selon le pH. Comme c'était le cas pour l'acide aspartique, chaque groupement de l'arginine a un pKa qui lui est spécifique. 2,2 pour la fonction acide carboxylique, 9 pour la fonction amine et 12,5 pour la chaîne latérale. On va tracer un nouveau diagramme de prédominance de pH en faisant apparaître les 3 pKa, 2,2, 9 et 12,5. Le premier groupement à être déprotoné va de nouveau être le COOH puisque c'est le pKa le moins élevé, 2,2. La formule de l'arginine va alors être la suivante. Le deuxième groupement qui va perdre un proton va être la fonction amine puisque son pKa est de 9. Donc la formule de l'arginine change une deuxième fois. Enfin, le pKa de la chaîne latérale étant de 12,5, c'est le dernier groupement de la molécule qui va être déprotoné. La formule de l'arginine change alors une dernière fois. Comme pour l'acide aspartique, ce diagramme de prédominance nous permet de déterminer la charge de l'arginine à différents pH. Ainsi, à un pH inférieur à 2,2, nous observons qu'il y a 2 charges positives sur l'arginine. Donc l'arginine aura une charge globale positive. Pour un pH compris entre 2,2 et 9, l'arginine perd une charge positive, mais il en reste tout de même une. Donc sa charge globale reste positive. Pour un pH compris entre 9 et 12,5, la molécule a autant de charges positives que de charges négatives. Donc sa charge globale est neutre. Et enfin, pour un pH supérieur à 12,5, sa charge globale est négative. À un pH de 4,2, qui est le pH de l'étape de fixation, la charge globale de l'arginine est donc positive. Elle pourra donc former des liaisons ioniques avec les groupements COO- de la résine, et donc elle sera retenue. Lors de l'étape de l'élution, où le pH sera changé de 4,2 à 12, l'arginine sera en charge neutre et donc sera éluée. Si nous reprenons le schéma que nous avions vu à la fin de l'étape de l'élution, pour notre exemple, les premières fractions contiendront de l'acide aspartique et les dernières fractions contiendront de l'arginine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le principe de la chromatographie échangeuse d'ions.